Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Ce podcast a été réalisé grâce à l'entreprise familiale Léa Nature qui élabore depuis 1996 des cosmétiques bio et naturels d'exception avec des marques de beauté engagées comme Eau Thermale Jonzac, la cosmétique bio à l'eau thermale vendue en para, pharmacie et magasin bio, ou Sobioéthique, l'incroyable marque aux actifs bio précieux, vendue en grande et moyenne surface, des musts à découvrir. Mille merci à notre partenaire Léa Nature. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. Le confinement nous avait donné l'occasion de nous tourner vers l'intérieur. Dans le silence des villes, la nature a repris ses droits et nous, humains, nous sommes tus quelques instants. Nous nous sommes alignés à la terre et avons vécu en fonction d'elle au lieu de tenter de la soumettre. Mon invité du jour nous propose de prolonger cette expérience d'harmonie avec le vivant à travers le chamanisme. Par des rituels initiatiques, cette pratique mystique nous propulse à la découverte de la terre-mère en chacun de nous. Ce voyage intuitif fait appel à notre féminin profond. Dans les traditions chamaniques, les femmes sont des portes entre le monde visible et l'invisible. Auteur du livre « Femmes chamanes », mon invité a rencontré ces femmes qui font le lien entre notre univers physique et celui des âmes. Cette historienne, journaliste et essayiste, spécialiste du fait religieux et spirituel, va nous parler de son expérience chamanique et du rôle des femmes dans l'éveil des consciences. J'ai le grand plaisir d'accueillir Audrey Fella. Bonjour Audrey. Bonjour Anne. Alors dans ton livre, tu fais le portrait et tu interviews 6 femmes chamanes. Qu'est-ce qu'une femme chamane ? Grande question. Oui. Alors, une femme chamane, c'est une femme qui va beaucoup plus loin que de pratiquer le chamanisme pour une connaissance qui serait personnelle, ce qui peut être tout à fait une démarche, thérapeutique aussi ou spirituelle. C'est une femme qui va être initiée pendant plusieurs années dans une tradition en particulier, qui va travailler avec un ou une chamane ou plusieurs, et qui va petit à petit elle-même devenir chamane. À ce moment-là, elle va pouvoir commencer à initier d'autres femmes, à proposer des cérémonies et des rituels pour que ces femmes puissent se relier à elles-mêmes via leur intériorité, se relier à leur corps, se relier à leur âme, se relier à la nature et se relier au monde invisible. Parce qu'on ne peut pas établir ce lien à l'extérieur si on ne l'a pas fait à l'intérieur de soi. Voilà, donc très résumé, ce que peut être une femme chamane. J'en ai en effet rencontré 6, qu'on va peut-être nommer. Oui. Donc Maud Séjournant, Claire Barré, Lorenza Garcia, Myriam Beaugendre, Brigitte Pietzacre et Sandra Ingerman. Comment tu les as choisies justement ces 6 femmes ? Alors en fait, je dis toujours que je les ai choisies et qu'elles m'ont choisie. J'avais bien évidemment, je connaissais certaines d'entre elles. J'étais allée à des conférences pour écouter quels étaient leur chemin, ce qu'elles enseignaient. Ça m'a beaucoup intéressée, donc j'ai lu leurs livres quand elles en ont écrit. Et puis à un moment donné, je leur ai proposé de façon très intuitive, ce livre. J'ai eu l'impression que c'était que nos âmes s'attiraient, qu'en fait c'était une famille d'âmes qui se reconstituait. Voilà, et donc bien évidemment, pour cela, il fallait qu'après que je leur ai proposé, elles me choisissent aussi. Voilà. Donc je dis ça, c'est sans aucune prétention, mais j'avais l'impression que ça se faisait autant dans le visible que dans l'invisible, ce qui est bien pour le chamanisme, puisque c'est aussi une voie qui nous met en permanence, qui recrée le lien en permanence entre ces deux mondes. Donc voilà comment ça s'est passé. Comment tu as découvert toi le chamanisme, Audrey ? J'ai découvert le chamanisme il y a très très longtemps parce que j'ai toujours travaillé, on va dire donc sur les voies spirituelles féminines et bien évidemment que ça m'a amené à m'interroger sur, on va dire nos ancêtres et aussi la spiritualité des femmes chez les peuples premiers. Donc je m'y suis intéressée depuis des années. Alors le chamanisme, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un terme générique. C'est un terme qui est issu de Sibérie, qui vient du XVIIe siècle et qui définit une ethnie en particulier, et petit à petit, il s'est, ouvert dans le monde occidental, et il a défini toutes ces pratiques, de spiritualité qui nous relient à la terre et au ciel, mais via, on va dire, ces anciens rituels et ces anciennes cérémonies. Voilà. Donc j'avais lu beaucoup d'auteurs aussi, Mircea Eliade,
J'avais lu Carlos Castaneda. J'ai lu aussi tous les livres de Corinne Sombrin qui parlent de son initiation au chamanisme mongol. Oui, on pense à ce film qu'elle a fait avec Cécile de France. Oui, Un monde plus grand, voilà, et qui retrace tout son chemin, toute son initiation. Qu'est-ce qui quelle a été ta première impression quand tu as découvert le chamanisme ? Comment ça t'a appelé quelque part ? Oui, en fait, donc je m'intéressais, comme je disais tout à l'heure, pour mes livres, de façon très intellectuelle à tout ça. Et à un moment donné, j'ai ressenti, après, j'ai beaucoup travaillé sur les femmes mystiques. Et après ça, j'ai eu envie je me suis intéressée aux femmes chamanes parce que elles avaient une spiritualité qui privilégiait le corps sur le mental, l'intuition sur la raison, et qui nous invitait à sentir avant de penser, voilà. Donc ça m'attirait beaucoup, et il se trouve que la vie a très bien fait les choses, puisqu'à un moment donné, j'ai eu l'occasion d'aller au festival du chamanisme à Genac, qui réunissait beaucoup de chamans et de chamanisme de différentes traditions. Et j'ai beaucoup hésité à y aller parce que au départ, j'avais clairement un a priori par rapport à un certain folklore que le néo-chamanisme avait récupéré. Et je me sentais pas en vibration avec ça. J'étais plus attirée par un chamanisme traditionnel et plus ancien, voilà. Et la vie a organisé les choses de telle façon que je suis allée à ce festival. Et là, j'ai pu comment dire, et ça c'est vraiment ce qui est très bien avec ce genre d'événement, j'ai pu pratiquer moi-même le chamanisme. Donc je me suis retrouvée, j'ai fait 2 cérémonies, une avec Nanook Aimé qui était plutôt une cérémonie issue du néo-chamanisme où j'ai fait un voyage chamanique pour aller rencontrer mon animal totem. Et ensuite, j'ai fait une cérémonie avec grand-mère Lumitea, qui elle est d'origine algonquine et qui nous a fait faire un rituel de femmes très ancien, où il n'y avait que des femmes dans un tipi. Et pendant 3 heures et demie, on a vécu des rituels très forts, à la fois de revisitation de sa propre vie, depuis sa petite enfance jusqu'à notre âge maintenant, et aussi de reliance à la Terre, l'élémentaire, et aussi à la Terre, notre planète, voilà. Et donc là, j'ai eu une espèce alors pas de révélation parce que c'était pas, j'ai pas découvert des choses totalement nouvelles, mais ça a été très puissant. J'ai touché la puissance du rituel qui véritablement nous reconnecte dans notre corps. Enfin, il reconnecte tous les corps, mental, émotionnel, corporel, énergétique. Mais il utilise beaucoup le corps et les sens, en fait. Les odeurs, le toucher, l'ouïe, l'odorat, voilà. Tout ça va fonctionner et va lui donner une puissance assez importante, en fait, voilà. Donc c'est comme ça que je suis allée vers le chamanisme. On a parlé d'ailleurs de Lumitea avec Jean-Philippe de Tonac, qui en parle aussi dans son livre sur les guérisseuses, qu'il avait rencontré, je crois aussi, lui-même à ce festival. Tout à fait. C'est grâce à lui que je l'ai rencontré, puisque à ce festival, il était présent. Et c'était un des amis, puisque j'avais une autre amie qui était présente, qui m'a aussi déterminée et convaincue d'y aller, en fait, de les y rejoindre. Voilà. Donc j'ai rencontré Lumitea grâce à lui, et j'ai pu faire ce rituel, sachant que ce rituel, c'était quelque chose de réservé aux femmes. Donc on n'a pas pu le faire ensemble. D'accord. Alors, il y a une phrase de la psychiatre américaine que j'aime beaucoup, Jean Shinoda Bolen, qui dit « Un saut quantique de sororité peut changer le monde », et tu la cites dans ton livre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, aujourd'hui, ça. Et pour ça, il faut remonter un petit peu plus haut pour comprendre comment ce réveil des femmes pourrait, on va dire, changer quelque chose. Il faut comprendre ce qu'est en fait cette expérience du féminin sacré, comme on l'appelle aujourd'hui, parce que le chamanisme, c'est à la fois des rituels et des cérémonies qui peut nous initier ou nous faire travailler ou nous accompagner sur les différents âges de la femme, mais c'est aussi, on va dire, et c'est peut-être ce qui est le plus essentiel, qui est au cœur, c'est de se relier à soi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, il faut préciser ce que c'est que se relier à soi. Se relier à soi, faire l'expérience du féminin sacré, c'est véritablement oser plonger dans son intériorité, à l'intérieur de soi, et de faire le silence.
Alors de faire le silence et pour se mettre à l'écoute de quelque chose d'autre, quelque chose d'autre qu'on n'entend pas quand nos pensées sont là en permanence par-dessus ce ressenti. Donc voilà, pour finalement, à un moment donné, avoir la possibilité de rencontrer ce que moi je vais appeler la présence, ce qu'on peut appeler le soi, ce qu'on peut appeler, les Cheyennes ont un très joli mot pour dire l'Orenda. C'est la flamme divine, donc c'est notre part sacrée et divine en nous, parce que nous sommes à la fois humains et à la fois divins, voilà. Et donc en se reliant à cette partie-là, on est à un moment donné dans le faire. Et ça, c'est véritablement l'expérience du féminin. Parce que le féminin sacré, c'est une jolie expression, mais c'est avant tout, c'est pas un concept, c'est avant tout une expérience qu'on peut faire. Quand on est dans l'être, qui est du côté du féminin, on peut commencer à rejoindre le faire, donc commencer à agir à l'extérieur. À ce moment-là, vous recontactez ce que on peut appeler son pouvoir de création, puisque la création, c'est toujours l'alliance du féminin et du masculin. Le féminin n'existe pas sans le masculin. Il n'y a pas le féminin d'un côté et on fait pas l'expérience du féminin. On fait toujours l'expérience du féminin et du masculin subtilement, en permanence. C'est un jeu, c'est une danse entre eux qui est permanente. En revanche, on peut l'expliquer en les séparant. Mais dans la vie, ce n'est pas séparé. Dans la création, ça ne l'est pas. Ce pouvoir de création, il permet autant de faire un enfant. Donc, c'est un projet matériel, physique, vivant, et à la fois des projets immatériels. Alors, pourquoi je reviens là-dessus? Parce que on ne peut pas avoir un effet sur le monde extérieur si nous n'avons pas, si nous ne sommes pas reliés à l'intérieur d'eux-mêmes et si nous n'avons pas eu cet effet à l'intérieur. Parce que le principe de, finalement, on va dire la résultante de cette expérience, c'est de pouvoir guérir, recontacter son pouvoir de création, recontacter son pouvoir de transformation, de guérison, voilà, pour pouvoir, quand vous changez quelque chose à l'intérieur de vous, que vous guérissez, vous pouvez commencer à créer du nouveau et pas rester sur de l'ancien, en fait, voilà. Toi, tu dis que, justement, que tu savais que guérir ton féminin, c'était vraiment ton chemin de vie et aussi pour aider les autres, en fait, à le guérir. Il y avait quelque chose de l'ordre de la transmission. Tu te sentais vraiment blessée, toi, au niveau de ton féminin? Oui. Alors, en fait, c'est pas tant que je me sentais blessée que j'étais dans une inconscience tout à fait, incroyable de ce qu'était mon féminin. J'ai grandi, j'ai 45 ans, j'ai grandi dans une société qui m'a véritablement, la société française, qui m'a permis de faire des études, qui m'a permis de voter, qui m'a permis de m'affranchir de certaines choses que le patriarcat avait imposées aux femmes, de sortir de certains rôles et de me redéfinir. En revanche, c'est une société qui ne m'avait pas parlé de mon intériorité, qui ne m'avait pas parlé de ma part sacrée. Et ça, c'est quelque chose qui me manquait. Quand j'ai commencé à cheminer vers ça, donc en fait, c'est un travail de connaissance de soi. On commence par essayer de se connaître pour finalement connaître ce qu'on est au-delà de cette personnalité, de ce nom, de cette fonction, et véritablement de contacter cette part qui est reliée à ce qui est plus grand que nous, en nous. Donc, en cheminant à un moment donné, en contactant ça, et en regardant à l'intérieur, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses de blessées, et que cette voix féminine n'était pas encore sortie, en fait, voilà. Donc, notamment sur un plan spirituel, on le voit bien, les femmes ont été, dans tous les monothéismes qui ont été véritablement imposés par une société patriarcale, ou qui ont été patriarcalisées, entre guillemets, au cours du temps, le rôle spirituel de la femme est tout à fait minime, en fait. Elle essaie aujourd'hui de rattraper un petit peu le mouvement, mais c'est très très difficile. Donc quand j'ai fait ce travail, voilà, j'ai retrouvé ce lien, et je me suis rendu compte que voilà, il y avait véritablement quelque chose à guérir, à faire ressortir pour que ce féminin puisse exister, en fait, et qu'en harmonie avec le masculin, donc entre l'être et le faire, je puisse véritablement exprimer ce que j'avais à donner au monde. Et je pense qu'on vient pour s'incarner pour ça. Voilà, c'est un long chemin, ça ne se règle pas d'un coup, en tout cas pour moi, voilà. On a des phases de révélation, mais bon, là, on guérit pas comme ça. On prend contact avec son féminin, on le cultive, parce que la vie est toujours très happante, on revient toujours à l'extérieur, alors que là, il s'agit toujours de vivre, de revenir à l'intérieur. Voilà, parce que là, tu as dit justement que tu n'avais, à travers la société, tu n'avais pas entendu parler, en fait, de ça. Mais est-ce que c'est pas quelque chose aussi qu'on ressent sans forcément avoir besoin d'en entendre parler par l'extérieur?
qu'on peut ressentir le sacré, le divin en soi. Tout à fait. Mais quand absolument, Anne, je suis tout à fait d'accord. Mais quand on a été éduqué dans une société moderne pour penser, où on a véritablement exacerbé cette fonction du penser, cette fonction du mental, on ne sent pas toujours les choses. On peut les sentir de façon subtile, mais vous savez, c'est un peu la petite voix intérieure qui vous dit votre vérité. Et oui, il y a ce mental qui revient en permanence et qui l'écrase. Et à ce moment-là, vous agissez ou vous réagissez en permanence avec ce mental qui est construit à travers de votre histoire, de vos peurs, de vos blessures. En général, il fonctionne à ça, il adore ça, il le cultive. Et donc, on peut passer à côté de son ressenti. Ces voix-là, à travers le chamanisme et les femmes que j'ai rencontrées, m'ont permis véritablement, à un moment donné, d'apaiser ce mental. Le mental ne disparaît pas et il ne s'agit pas de l'écraser à son tour par notre ressenti. Comme je disais, comme le féminin et le masculin, c'est une danse. Il faut, en revanche, c'est important parce qu'il n'y a pas de il faut, on doit, ça n'existe pas. C'est important et c'est, essentiel de pouvoir penser à partir de ce ressenti et que les deux fonctionnent ensemble, en fait. Voilà. Donc, sur ces voies-là, on revient au corps, on replace le corps à sa juste place qui lui permet de ressentir, d'éprouver, d'écouter sa sensation physique comme son émotion, puisque les émotions sont pas mal. Oui. En quoi pour toi ça peut permettre justement de passer ce saut quantique de sororité, comme on le disait tout à l'heure, et de faire basculer le fait que le féminin puisse accoucher peut-être de lui-même, d'elle-même, les femmes? Alors, oui, comme je disais tout à l'heure, quand on a véritablement fait cette expérience du féminin, qu'on chemine vers ça et qu'on le cultive, parce qu'il s'agit pas de l'expérimenter comme ça une fois au festival du chamanisme, de rentrer chez soi et de se dire ça y est, c'est fait. Non, c'est vraiment un chemin qu'on fait toute sa vie. On recontacte, comme je disais, ce pouvoir de création, de transformation, et finalement, ça permet le changement, en fait. Il y a une citation de Gandhi que j'aime beaucoup, qui en substance dit « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Quand vous avez changé à l'intérieur, vous pouvez commencer à changer à l'extérieur. » Quand ce qui est très intéressant aussi et important de dire, c'est que sur ces voies-là, on n'est pas toute seule. On se relie aussi à sa lignée de femmes. On se relie, comme je disais tout à l'heure, à la terre-mère. Donc, finalement, on se rend compte qu'on fait partie d'une communauté. À la fois une communauté qui n'est plus les anciens, nos grands-parents et au-delà, bien évidemment, ça c'est familial. À la fois une lignée dans l'invisible, donc tous ceux qui constituent notre vie. Et finalement, on n'imagine pas toute l'influence de ce monde invisible sur le monde visible, donc ça fait partie de notre vie, qu'on y croit ou pas d'ailleurs, c'est une réalité. Et à la fois, ce lien avec la terre-mère, comme je le disais tout à l'heure, tout ça constitue une grande famille. Et à ce moment-là, quand vous faites communauté, véritablement, il peut commencer à y avoir un changement. Alors il faut moi je suis très modeste par rapport à ça, c'est vrai que la citation de Jin Shinoda Boden est magnifique, mais je me dis toujours, commence par ta petite enclave, par toi-même, plutôt que d'essayer avec de bonnes intentions de changer le monde. C'est chacune en travaillant sur sa petite enclave et en se reliant les unes aux autres qu'on peut commencer à faire changer les choses. Si on va pas sauver le monde avec, il s'agit pas de ça, il s'agit pas d'y mettre notre ego. Il s'agit c'est un chemin d'humilité, pas d'orgueil. On lâche l'orgueil à un moment donné, on lâche quelque chose qui est de l'ordre de l'ego et qui voudrait, on lâche cette volonté. On commence à être. Et en étant différent, le monde se transforme par lui-même, c'est par efficience en fait. C'est une transformation qui est subtile. Après, ça n'empêche pas, une fois que vous avez cette transformation-là, de le faire sur un autre plan, qui est matériel, et de poser des actes. Mais si vous ne faites pas ce travail, vous poserez des actes qui partent à partir de votre mental. Vous aurez une idée de ce qui est bien pour le monde. Vous ne ferez pas ce qui est bien pour le monde. Vous ferez l'idée que vous avez qui est bien pour le monde. Et là, ce sera à partir de vous. Or, en même temps, on est ombre et lumière quelque part à l'intérieur de nous, et donc absolument. On a besoin d'accueillir cette dualité. Donc absolument. Le mental fait aussi partie de
de ce chemin. Absolument. Le mental, comme je disais tout à l'heure, n'est pas à mettre de côté. Il faut qu'il danse, mais il faut qu'il soit à sa juste place. C'est pas à lui de commander. Comme c'est pas au corps à commander. Tout ça doit fonctionner en très bonne intelligence. C'est important, vous avez dit le mot ombre, Anne. Il faut préciser ce que c'est, parce que l'ombre, moi-même, je me suis beaucoup interrogée. Souvent, je lisais l'ombre, alors j'avais l'impression que c'était une partie très mauvaise de moi-même qu'il fallait éradiquer. J'étais encore dans un schéma d'une culture judéo-chrétienne, bien évidemment. Et grâce justement à ces différentes cérémonies ou rituels que j'ai faites, notamment une diète de roses avec Myriam Beaugendre, qui m'a véritablement fait travailler d'après les principes du chamanisme amazonien sur mon intériorité à travers une diète, et en goûtant la rose qui venait me donner son enseignement, j'ai compris que mes ombres finalement se nourrissaient de mes blessures. L'ombre finalement c'est la partie de soi qu'on ne veut pas voir. Vous savez, cette blessure, on a tellement mal qu'on peut pas la regarder et on peut pas s'en occuper parce qu'en fait ça fait trop mal. Et ben là, ce travail c'est véritablement de vous poser, de ne plus rien faire, d'arrêter de regarder votre portable ou votre ordinateur ou d'être toujours à l'extérieur, de revenir à soi, à l'intérieur, et d'oser aller regarder cette part d'ombre qui en fait est une part dans laquelle on n'a pas mis la lumière. Qui est la part blessée. C'est la part blessée. Et quand vous commencez, c'est la première étape pour commencer à la guérir. Hein. Il y en a plusieurs, mais la première, c'est de commencer à se poser et à regarder. Après, il faut accepter et aller vers le pardon. Ça, c'est autre chose. Hein. C'est un processus qui est assez long, bien évidemment, et qui se fait... pour moi, toujours avec l'aide des mondes invisibles ou de la grâce divine. Alors, dans ton livre, tu donnes la parole à des femmes qui incarnent pour toi la puissance du féminin. Quel enseignement profond tu as tiré de ces rencontres, tu as reçu ? Alors, s'il y a un avant et un après quelque part. Oui, il y a un avant et un après. Quand on commence à faire ce chemin, on n'y va pas comme ça, juste pour faire un livre. On pose une intention. Mon intention, c'était à ce moment-là, donc c'était il y a 2 ans maintenant, hein, un petit peu plus de 2 ans, je souhaitais avoir un enfant. Voilà, physique, je précise, parce que je vais parler d'un autre type de maternité. Donc j'ai posé cette intention de travailler sur mon corps, d'aller soigner mes blessures dans ma lignée pour véritablement pouvoir tomber enceinte. Je dois préciser que c'était mon premier enfant, que je n'ai pas d'enfant en fait. Donc j'ai travaillé bien évidemment sur cette problématique à travers tous les rituels et les cérémonies que j'ai pu vivre. Et alors bon, il faudrait plusieurs émissions pour raconter tout, bien évidemment, ce qu'elles m'ont enseigné. Oui. Mais je vais aller véritablement à la conclusion de ce que j'ai pu vivre. C'est que avant de mettre un enfant au monde, j'ai compris qu'il y avait l'idée que je devais d'abord me mettre moi au monde. Donc, j'ai travaillé sur une maternité qui était spirituelle au lieu, avant de travailler sur cette maternité physique. En tout cas, c'était concomitant, c'était à côté, mais j'avais l'impression que, en tout cas, dans mon chemin à moi, il fallait en passer par là, que c'était très important. Et donc, cette maternité spirituelle, ça rejoint cette expérience du féminin dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que, au lieu de recevoir cette graine du corps de l'homme pour véritablement que, à l'intérieur de vous, cet enfant grandisse, eh bien, on reçoit une graine qui est divine et c'est-à-dire, on peut l'appeler je parlais tout à l'heure de l'Orenda, qui est la flamme divine, mais en tout cas, voilà, cet influx divin pour véritablement réveiller tout ce qu'il y a de divin dans notre corps, dans notre âme. C'est un ensemencement divin. Voilà, tout à fait. Je l'entends comme ça. C'est tout à fait ça. Et l'idée, c'est de travailler à l'intérieur de soi à partir de cette autre graine plus subtile pour bien évidemment la faire grandir aussi. Voilà. Moi, j'appelle souvent cet enfant, c'est un peu cette idée de présence intérieure. Oui. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est pas sûr que, ça va dans les deux sens. C'est à la fois moi qui le fait grandir en le nourrissant, mais c'est à la fois lui qui m'enfante tous les jours. Voilà, puisque Audrey n'est plus, comme je disais tout à l'heure, ce n'est plus un nom, une personnalité, ce n'est pas ça, c'est véritablement l'ego qui s'illusionne sur le fait qu'il ne soit que ça. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas ça, ça veut dire que je suis autre chose, ça veut dire qu'il y a une unité en moi, une unité avec cette part divine, voilà. Et quand les deux se marient, voilà, dans le mariage, dans l'union, dans l'enfantement, dans la maternité, quelque chose d'autre peut venir au monde, voilà. Il s'agit toujours, on est bien d'accord, que ce travail intérieur a des répercussions sur l'extérieur, voilà. C'est pas je travaille toute seule dans mon coin, c'est véritablement quelque chose qu'on fait pour soi.
et finalement pour les autres, pour une vision plus grande aussi de la vie. Ça porte cet autre fruit en abondance. Absolument, oui, qui est finalement une forme d'amour. Bien sûr. Alors avec Maude Séjournant, que j'aime beaucoup, alors on fait un petit clin d'œil pour Maude parce que c'est vraiment une femme, une sœur d'âme, une grande sœur d'âme que j'adore, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. J'espère qu'elle écoutera ce podcast. On lui fait un coucou toutes les deux. Tu évoques l'importance des rites dans le chamanisme. Pourquoi est-ce qu'ils sont essentiels aussi dans nos vies d'une manière plus générale, Audrey ? Alors, ils sont essentiels dans nos vies, c'est vrai, mais malheureusement, dans la vie moderne, nos rituels ont été, très désacralisés. Alors, il reste les rituels des baptêmes, des mariages, parfois même sacrés, puisqu'on sait que ça existe aussi maintenant dans les mairies, qu'on fait des cérémonies qui ne sont pas sacrées, voilà, parce que les gens ont besoin de garder ces rituels. Les rituels vont marquer des passages dans la vie. C'est très important de scander le temps pour évoluer en fait, pour pouvoir faire finalement un petit peu le bilan de ce qu'on a appris avant, de pouvoir aussi s'approprier le temps qui passe. Donc là, c'est un temps d'arrêt. Vous créez quelque chose, vous marquez un point important, un événement important, vous prenez conscience. Logiquement, dans les rituels sacrés, c'est le moment où on se relie à plus grand que soi, pour être accompagné de ces énergies divines dans ces moments de vie. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, cette part de sacré n'est pas toujours là. Alors, quand ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que quand les rituels n'existent plus dans nos propres vies, nos vies modernes, en général, elles sont remplacées par les crises. C'est-à-dire que ce qu'on ne peut plus vivre, comprendre, embrasser d'un point de vue rituel initiatique dans une communauté, eh bien, souvent, c'est la crise qui vient de mi-vie, vous savez, ou même pour différentes choses, qui vient marquer une étape. En fait, les rituels, ça vous accompagne dans une étape de transformation, parce que finalement, c'est le propre du vivant. Que vous soyez branché ou pas sur ces mondes invisibles ou pas, c'est pas de l'ordre de la croyance, c'est de l'ordre du lien. Ou que vous soyez ou pas croyant quelque part, finalement, il y a toujours ce besoin de transformation, de reliance et d'être accompagné par ces mondes. Toi, tu as aussi vécu des rites à travers des initiations au chamanisme, à travers la peinture, le chant. Est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement marqué ? Oui, le chant, parce que je pense que... Alors, ce qu'il faut dire, c'est que dans le chamanisme, comme je disais tout à l'heure, c'est un travail de connaissance de soi, où finalement, à un moment donné, en revenant à cette intériorité, on retrouve ces dons. Des dons qu'on parfois on utilise dans la vie, mais parfois aussi qu'on a mis de côté. Et pour moi, le chant était un de ces dons que j'avais mis de côté. Voilà, je chantais vraiment. En général, nos dons, pour les reconnaître, c'est un petit truc que je donne. Souvenez-vous de ce que vous avez fait quand vous étiez petite, ce que vous aimiez faire profondément et qui vous absorbait. Voilà, souvent c'est quelque chose qu'on aime, qu'on adore faire. Moi, je chantais tout le temps. Et puis à un moment donné, dans la vie, je me suis arrêtée de chanter. Pourquoi ? Je ne sais pas, parce que la vie faisait que je pouvais moins chanter, que ça se faisait pas dans la rue, que j'ai grandi, que j'ai commencé à me taire, que j'ai commencé à faire autre chose. Et puis j'ai grandi, il fallait être raisonnable, fallait pas être... Voilà. Donc quand j'ai fait ce stage de chant, j'ai recontacté ça, et ça a été comme un truc qu'on oublie et qui remonte à la surface de la conscience. Et en chantant... Alors bien évidemment, on chante pas, on n'arrive pas dans ce stage et on se met à chanter. C'est pas du tout ça. Il y a toute une préparation, parce que l'idée c'est de se mettre en vibration toujours avec ces énergies subtiles et que quelque chose chante en vous, à travers vous, à travers votre essence. Donc là aussi, on est encore dans un mariage, dans un union. C'est pas, c'est une co-création. C'est une co-création. Voilà. Je précise bien, c'est pas une entité qui me possède et qui vient chanter à ma place. C'est pas du tout ça. C'est quelque chose de ma nature profonde qui s'allie avec véritablement ce pourquoi Audrey est venue ici. Et ça chante en même temps. Donc c'est mon essence propre. Il s'agit pas de quelqu'un d'autre. Voilà. Et j'ai éprouvé une telle joie, un tel amour à faire ça. Et c'était tellement gratuit. Et dans le monde, la vie n'est pas toujours simple. Le monde fait face à beaucoup de crises et de difficultés, notamment en ce moment. Voilà. Donc, contacter ces dons, raisonner dans la joie, pouvoir offrir ça, se l'offrir à soi comme à l'autre, c'est extraordinaire. Cultiver ses talents.
C'est important. Tu as découvert aussi en chemin ton animal totem. D'ailleurs, il est sur la couverture de ton livre. Comment est-ce que tu as évolué avec lui? Comment tu t'es éveillée? Qu'est-ce qui t'a apporté, si je puis dire? Comment tu dialogues avec lui? Alors, de manière générale, il m'apporte beaucoup de joie, en fait. Tu peux dire qui il est? J'ai pas dit. Alors oui, c'est un loup. C'est un loup. Pas une louve, un loup. Oui, exactement, tout à fait. C'est ce que m'a fait remarquer Claire Barré, puisque j'ai fait un voyage chamanique avec elle, où mon animal totem est venu, en tout cas je l'appelle. J'avais déjà fait ce premier voyage chamanique au festival de Genac, où j'avais rencontré mon animal totem. C'est-à-dire que j'étais partie c'est une sorte de rêve éveillé pour faire très court. Et un loup était venu. Alors, c'est un animal que j'aimais. C'était pas mon animal préféré, je précise bien, hein. Tout ça pour montrer que c'est pas le mental qui projette, c'est quelque chose d'autre. Et j'ai vu un jeune loup arriver, voilà. Alors c'est intéressant parce que Claire m'avait dit, lors de notre séance, elle m'a dit, mais c'est un loup, pourquoi pas une louve? Alors je suis incapable de répondre à ça. C'est parce que vous choisissez pas, et c'est pas quelque chose qu'on projette, on projette pas sa couleur, on projette pas... C'est lui qui vient à vous, et souvent on est très surprise. Alors moi, je l'ai un petit peu investi, mais pas beaucoup. Alors ça m'arrive de faire appel à lui dans des moments où j'ai un peu besoin d'aide. Donc je dirais qu'il m'apporte de la joie et qu'il peut m'apporter aussi une force. Voilà. En général, quand je pense à lui, il me fait la fête comme un chien, bon, en un peu plus sauvage, mais je sais pas. C'est une relation d'amour. Moi, je me l'explique parce que je m'attarde pas beaucoup sur ça, mais je me l'explique comme je pense qu'on a, quand on est relié à ces mondes invisibles, on a des protections, des esprits guides. Et pour moi, ce sont un peu des illustrations de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de ce qu'on a recontacté à l'intérieur de nous, qui est à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Voilà. Donc, je dirais que c'est une illustration, une image d'une énergie. Voilà. Donc souvent, je ressens cette énergie, je lui donne pas forcément de visage. Quand on commence à l'habiter vraiment, on n'est plus tellement obligé de lui donner de visage. Oui. On garde les visages extérieurs quand on a besoin de faire appel à eux, en général. Très bien. Tu parles de l'importance aussi de l'union corps-esprit dans le chamanisme. Comment est-ce que les femmes peuvent vraiment se réapproprier leur corps ? On en a parlé tout à l'heure par le ressenti, comme oui. Tu l'as très bien dit en fait. Donc, se réapproprier son corps, c'est déjà pouvoir lui donner du temps. Donc, c'est pouvoir se poser, pour moi en tout cas. Hein. Donc, se poser et commencer à le sentir. Voilà, quand on commence à se poser là entre deux actions, là dans ces vies où on court tout le temps, prendre 10 minutes déjà, c'est énorme, ça a l'air de rien, mais c'est pas forcément facile. Prendre 10 minutes, s'asseoir et ne rien faire. Essayer de ne rien faire. Vous allez voir, c'est très très long, bizarrement. Voilà, mais ça commence un peu par ça. L'idée, c'est de se poser et de commencer à le sentir. À rentrer en soi pour le sentir. Et là, on peut s'apercevoir que selon la position, on peut le sentir dans le yoga ou la méditation. On a mal à un genou, on a mal à ce bras, ou au cervical, ou aux yeux. Enfin, on va commencer à sentir un peu toutes ces douleurs des fois qu'on met de côté, ou pas, on n'est pas obligé de ressentir des douleurs, je vous rassure. Donc, on prend conscience de lui, en fait, en rentrant en lui. Moi, je pense que ça commence par ça. Après... ça se cultive, voilà, ça se cultive. Il faut essayer, au fur et à mesure du temps, de rentrer de plus en plus en lui. Alors, après, on n'est pas obligé de rester assis sur son canapé. On peut tout à fait, commencer à intégrer cette conscience dans nos actes, en fait, quand on fait à manger, la cuisine, par exemple. Oui, aussi, je pensais au lien à la nature et comment la terre-mère, en fait, nous permet de nous connecter. C'est vrai que dans le chamanisme, la femme a un lien très spécial, enfin, d'une manière générale, mais en particulier. Oui. C'est vrai que je parlais de ce processus intérieur et de ce qu'on pouvait faire parce que ce mouvement doit venir de nous. Mais en effet, après, sur ces voies, il y a vraiment l'idée qu'on peut à travers les rituels et les cérémonies, contacter véritablement à travers
travers les éléments, les 4 éléments qui sont véritablement palpables, matériels, on peut aussi revenir à lui parce que rien que le toucher de la terre. Le premier rituel que j'ai fait avec l'Umitea, j'étais assise à même la terre pendant 3h30. Eh bien, il y a une énergie dans la terre, vous le sentez. Vous le sentez sous votre bassin, vous le sentez sous vos cuisses, sous vos jambes. Voilà, c'est une sensation, voilà. Donc, qui peut nous aider à véritablement sentir ce corps, voilà. Mais ce que j'essaie aussi de montrer, c'est que ce n'est pas dépendant de tout ça. Ça peut être aussi une pratique qui vient d'un mouvement intérieur. Alors dans les discussions que tu as dans ton livre avec l'artiste Lorenza Garcia, tu parles de créer et marcher dans la beauté, tu évoques cette femme sauvage. Est-ce que la femme sauvage est-elle une chamane et sommes-nous toutes des chamanes finalement ? Alors, quand on retrouve cette part sauvage. Oui, alors aujourd'hui, il y a beaucoup de livres qui expliquent qu'en effet, qui vendent aussi un petit peu, osons le dire, cette idée qu'on est toutes des chamanes parce qu'on a recontacté notre femme sauvage à l'intérieur. Moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Devenir chamane, c'est véritablement le fruit d'une longue initiation qui dure quasiment à vie. On est initié, on passe par différentes étapes. Ça se passe dans une tradition en particulier, ça peut être la sienne, si on est appelé à ça, etc. En général, c'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est plutôt quelque chose qui nous tombe dessus parce que c'est un vrai sacerdoce. Et ce n'est pas forcément facile parce que votre vie se destine après à être au service des autres, à guérir ou à les accompagner, les initier. Donc votre vie, vous mettez de côté en fait. Voilà, véritablement, vous vous offrez totalement à ça. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, et c'est ce que j'ai aussi vécu de mon côté, il y a des personnes qui vont vers ces pratiques pour véritablement faire un chemin de connaissances plus personnelles, régler une problématique, guérir de quelque chose, s'initier pour comprendre un moment de leur vie. Voilà. Donc ces femmes-là font un travail magnifique qui peut être très profond. En revanche, elles ne vont pas forcément devenir chamanes. Elles contactent à ce moment-là, elles recontactent leur femme sauvage. La femme sauvage, c'est quoi ? C'est cette femme qui a été indomptée par le patriarcat ou tout ce qui est à l'extérieur. C'est une femme qui est libre de donner, libre d'aimer, qui n'est pas muselée par tous les carcans extérieurs, à la fois religieux, patriarcaux, modernes, tout ce qu'on a pu évoquer au long de cette émission. Sandra Ingerman, qui est écrivaine et pionnière américaine du chamanisme contemporain, que tu as interviewé aussi dans ton livre, elle met aussi en garde quelque part contre... je ne sais pas si elle met en garde, mais en tout cas, c'est vraiment un chamanisme qui est aussi beaucoup plus pour les occidentaux. Est-ce qu'il faut faire attention à des dérives ? Tu parlais un peu du néo-chamanisme tout à l'heure. Qui peuvent être des voies peut-être de perdition pour certaines personnes également. C'est important de le souligner. Oui, c'est important de souligner. Merci pour la question. Alors, comme je disais, oui, il y a le chamanisme qui est plutôt relié à toutes ces traditions des peuples premiers, qui est une source, un enseignement encore pur, très proche de la nature. Et il y a, bien évidemment, est né un courant qui s'appelle le néo-chamanisme dans les années 1970. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que dans le néo-chamanisme, il y a là encore plusieurs, on va dire, écoles, et que toutes ne sont pas négatives. Il ne s'agit pas de dire le chamanisme c'est bien, le néo-chamanisme c'est pas bien. Le néo-chamanisme, c'est les voyages, en fait partie les voyages chamaniques dont je parlais tout à l'heure avec Nanook Marie, et le travail de Sandra Ingerman, qu'on pourrait classer dans le néo-chamanisme. Donc il y a un néo-chamanisme éclairé. À côté de ce Parle-nous peut-être un petit peu du travail de Sandra Ingerman pour ceux qui ne la connaissent pas, pardon. Oui, bien sûr. Le travail de Sandra, donc Sandra, elle a été initiée par Michael Harner, qui est justement à l'origine de ce néo-chamanisme éclairé et qui a mis au point des pratiques véritablement qui ne nécessitaient ni croyances particulières, ni fibres spirituelles d'ailleurs. C'est tout à fait des pratiques qu'on n'est pas obligé de faire en étant attiré par ça, mais juste peut-être, je dirais pas par curiosité, mais par exemple pour guérir quelque chose, donc sur un plan thérapeutique pur. Donc il a mis au point des méthodes appropriées aux occidentaux qui lui ont été inspirées par des traditions, notamment Konibo et Jivaro, Chouar.
plutôt. Et donc, ces pratiques, c'est le voyage chamanique dont j'ai parlé, l'extraction des parts blessées de l'âme et le recouvrement de ces mêmes parts guéries de l'âme. Donc Sandra Ingerman, qui ne fait plus partie aujourd'hui de la fondation des études chamaniques qui a été créée par Michael Harner, c'est important de le dire, a été initiée à ces pratiques. Et donc elle est psychothérapeute, elle a allié à la psychothérapie les pratiques qu'elle avait apprises pour véritablement établir des protocoles de guérison, voire de dépollution, parce que à la fois il y a l'idée chez elle de guérir l'âme, mais à la fois aussi elle a mis au point ce qu'on appelle la médecine de la terre, qui est véritablement que ce même travail de guérison qu'on peut faire à l'intérieur de nous et qui finalement nous dépollue entre guillemets sur un plan subtil, peut nous dépolluer physiquement et donc peut dépolluer l'extérieur, la terre, les éléments, etc. Donc son travail, dans les très grandes lignes, revient à ça. Voilà. Donc ça, oui, c'est bien de le dire parce que ça montre quand même un petit peu cette idée de chamanisme éclairé, de néo-chamanisme éclairé. C'est important de dire pour répondre bien à la question d'avant, et il faut le dire, il y a aussi dans le chamanisme ou dans le néo-chamanisme, on va dire dans le chamanisme, un chamanisme noir. Les chamans ne sont pas que blancs. Ce ne sont pas des maîtres ou des guides spirituels comme le croient certains occidentaux, je dirais. Il y a des chamans qui n'ont pas travaillé sur leur ego et qui n'ont pas toujours des intentions très propres derrière ce qu'ils proposent. Et dans le néo-chamanisme, la partie on va dire plus dommageable, c'est qu'il y a certains qui ont repris certains rituels et pratiques parce que c'est joli, c'est pour le folklore, ça nous donne une idée d'être, mais ça ne nourrit pas l'être intérieur dont je parle depuis tout à l'heure, ça nourrit simplement ce qui est à l'extérieur, c'est-à-dire l'ego. Donc alors là, on peut se croire juste après une cérémonie, arrivé, chaman, voilà. Donc voilà, donc là, je mets vraiment en garde contre ces pratiques. Après, il faut le sentir un petit peu à l'intérieur, mais en général, on va pas vers le chamanisme simplement par curiosité, si ce n'est parce que ça nous met quand même en lien avec des énergies qui sont très puissantes et et sacrées, avec lesquelles on ne plaisante pas et avec lesquelles on ne joue pas. Très bien, Audrey Fella, merci infiniment. On est arrivé à la fin de ce podcast, c'est passionnant. Je rappelle que tu racontes tes expériences chamaniques dans ton ouvrage Femmes chamanes, publié chez Mama Édition, avec aussi ces 6 portraits de femmes et des interviews, ces rencontres que tu as pu faire avec toutes ces femmes. C'est un livre idéal pour s'initier au chamanisme, pour accoucher de soi ou guérir d'un féminin blessé. Audrey Fella, merci infiniment. Merci beaucoup, Anne. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci beaucoup à notre partenaire Léa Nature, une entreprise engagée de nature depuis 27 ans. Premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétiques, diététique et santé. Je rappelle que les marques bio du groupe Léa Nature reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.